Ainsi s'achève cette session sur Energy Meeting, cette 5e édition. Et pour la conclure, on est très heureux et très honorés d'avoir avec nous Madame la ministre Emmanuelle Wargon qui va venir maintenant conclure cette journée. Merci à tous, merci à l'ensemble de nos intervenants. Madame la ministre. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis ravie d'être là pour conclure cette belle journée d'Energy Meeting. Et puis finalement, Alain Mogart a dit dans son style bien connu une partie de ce que je voulais vous dire, et donc je vais repartir de son point de départ. En fait, la transition écologique dans le bâtiment, ça n'est plus une question, est-ce qu'il faut la faire? Ça n'est même plus une question de vitesse, il faut la faire vite. Et finalement, nous avons aussi démontré, je pense, dans la période récente, que c'est possible. C'est possible sur la rénovation énergétique de l'existant. C'est possible sur les logements. C'est ce que nous sommes en train de démontrer tous les jours avec MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', on l'a quand même lancé il y a 1 an et demi. On l'a lancé début 2020, juste avant la pandémie. 200 000 aides demandées l'année dernière. On pense qu'on aura 800 000 dossiers déposés cette année. C'est une aide qui est énergétiquement plus juste. C'est une aide qui est socialement plus juste. 80% des montants vaut 40% des ménages les plus modestes. Et finalement, après des discussions longues et approfondies avec tout l'écosystème, y compris avec les artisans, nous disant oh, votre truc, c'est bien trop compliqué. Avant, c'était un crédit d'impôt, c'était 30% des travaux, c'était simple. Maintenant, il y a des barèmes. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Finalement, si, on s'y retrouve, ça marche assez bien. Et finalement, c'est quand même plus redistributif. Donc, la rénovation énergétique dans les logements, elle a commencé. Elle va s'améliorer encore avec la loi climat, avec les accompagnateurs Rénov', pour aller un cran plus loin et faire des rénovations qui sont les plus complètes possibles énergétiquement parlant, qui nous permettent d'aller plus loin sur la voie de la décarbonation. Et elle va s'améliorer encore l'année prochaine avec le prêt avance rénovation, qui va permettre de financer le reste à charge. C'est un vieux sujet qui était bloqué depuis longtemps et qui va nous permettre d'avancer. Mais dans le logement, moi je considère qu'on a bien démarré. Il nous reste aussi le défi des copropriétés, qui sera difficile à relever, mais qu'il faut qu'on relève. Et l'entrée des propriétaires bailleurs, sachant que de toute façon, la loi climat va donner un petit coup de pouce, puisque, comme vous le savez, il n'y aura plus de location possible des passoires thermiques, les plus passoires à compter de 2025, et puis progressivement 2028. Et ensuite, on va prolonger avec les logements à étiquette E en 2034. Sur le parc existant, une fois qu'on a parlé des logements individuels, il y a le parc social qui est en train de transitionner très rapidement. Et je voudrais saluer tous les bailleurs sociaux parce que finalement, le parc social est celui qui a la moindre proportion des étiquettes énergétiques très basses. Et avec le soutien du plan de relance, on accélère la rénovation du parc social. Et puis, il y a tout le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire public, puisque d'habitude l'État est le dernier à s'appliquer à lui-même ce qu'il demande aux autres. Donc cette fois-ci, nous avons mis 2 milliards du plan de relance pour financer la rénovation énergétique du tertiaire État et le tertiaire des collectivités locales avec un partenariat à hauteur de 1,3 milliard qui là aussi fonctionne. Et je voudrais saluer tous les participants et tous les acteurs du programme ACTE, qui, avec des C2E, pour ce programme comme sur la majeure partie de nos actions en matière de rénovation énergétique des bâtiments et des logements, est en train de porter cette transformation. Donc la transformation du parc existant, elle existe. Dans le parc privé, c'est le décret tertiaire. Il a donné lieu à de très nombreuses discussions dans les périodes précédentes. Le décret est sorti, les arrêtés sont en partie sortis. Je pense que la trajectoire est donnée et que nous saurons relever le défi de la décarbonation du parc existant. Ce qui mène à un des points que soulevait Alain Mogart tout à l'heure. Ça veut donc dire que la réutilisation du parc existant, y compris la rénovation très lourde, comme alternative à la démolition-reconstruction, doit pouvoir se regarder plus, que l'existant doit effectivement être considéré comme un atout, comme un capital qui existe, et pour se demander si, face à des bâtiments qui ont beaucoup vieilli, la bonne réponse c'est la déconstruction-reconstruction,
ou si la bonne réponse, c'est la réutilisation, y compris dans le changement d'usage. Et je crois qu'on est au tout début du changement d'usage, de la transformation de bureaux en logements, de la capacité à réinventer l'usage d'un bâtiment, quitte à le transformer assez profondément. Bien sûr, ça n'est pas la seule question. Et bien sûr, on a la question de la construction neuve et d'une construction neuve à la fois décarbonée et à la fois reprenant une trajectoire dont nous avons besoin. Trajectoire dont nous avons besoin parce que nous avons toujours besoin de neuf. Vous le savez, je suis très engagée sur ce sujet avec la commission présidée par François Rebsamen et la mission que le Premier ministre lui a confiée. Nous avons besoin de retrouver une dynamique de construction neuve. Et pour retrouver une dynamique de construction neuve, notamment dans les zones tendues, notamment de collectifs, parce que ça répond aux besoins des habitants, nous avons besoin d'une construction exemplaire. Et c'est là qu'en fait la décarbonation, la transition écologique, finalement est un atout et pas une contrainte. En fait, je pense que ces contraintes de base que nous nous posons sont finalement la condition de l'acceptabilité de la construction. C'est vrai pour la décarbonation, et je crois, même si nous sommes au début d'une discussion, et que comme d'habitude nous trouverons des voies de passage ensemble, je crois que c'est aussi le cas pour la qualité d'usage, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sur la décarbonation du neuf, nous avons tous beaucoup travaillé. Vous m'avez tous beaucoup interpellé, nous avons tous beaucoup concerté, et nous avons atterri sur la définition précise de la RE 2020, qui rentre en vigueur au 1er janvier prochain. Comme à chaque nouvelle réglementation, il y a des inquiétudes. D'abord pour trouver le bon curseur, et je crois que nous l'avons trouvé, entre l'ambition et le pragmatisme, entre l'ambition et la mise et l'entrée en vigueur progressive. Au 1er janvier prochain, le cadre général rentre en vigueur, la consommation des bâtiments a comme objectif de baisser de 30%. En revanche, sur la partie cycle de vie du bâtiment, on entre progressivement, avec un premier jalon en 2022, puis un jalon en 2025, puis un jalon en 2028. Donc je crois que nous avons réussi, collectivement, à trouver le bon point d'équilibre. Bien sûr, il reste des inquiétudes, j'en entends un tout petit peu moins, alors je ne sais pas si c'est parce que mon oreille s'est habituée ou si c'est parce qu'il y en a effectivement moins, mais je crois que nous serons capables de faire rentrer cette réglementation en vigueur sans que les surcoûts soient trop importants. À chaque réglementation, la question des surcoûts se pose. Cette fois-ci, elle se mélange avec un autre sujet, qui est un sujet qui atteint toutes les filières du bâtiment, de la construction, qui est le sujet de la pénurie des matériaux. C'est un sujet important, sensible, mondial, sur lequel, comme vous savez, avec Bruno Le Maire, nous portons une attention particulière. Sur cette question de la pénurie des matériaux, nous avons pris un certain nombre de mesures conservatoires, notamment sur les cahiers des charges, notamment dans la relation avec les donneurs d'ordre lorsqu'ils sont publics, notamment sur la capacité à ce que des délais éventuels de livraison ne pénalisent pas le bénéfice d'accès à un certain nombre de dispositifs fiscaux. Et bien sûr, nous continuerons à surveiller. Mais du coup, sur la question des surcoûts de la RE 2020, moi, je suis assez optimiste dans notre capacité à constater, quelques mois après l'entrée en vigueur de la réglementation, que nous sommes en capacité de l'absorber. Et que cette réglementation, elle va rentrer dans les normes, elle va rentrer dans les usages, et que finalement, ça deviendra un élément du business as usual et du modèle économique. Et elle sera un élément d'acceptabilité. L'acceptabilité de la construction, c'est l'acceptabilité d'une construction qui est plus respectueuse de l'environnement. Et c'est pour ça que les travaux sur le label sont très complémentaires de ce qui vient d'être fait sur la RE 2020. Je sais que vous en avez parlé, j'en discutais il y a 30 secondes avec Philippe Pelletier, qui est à la manœuvre. Avec vous tous, le label n'est pas une sur-RE 2020. Le label est un complément, notamment sur des dimensions qui ne sont pas traitées par cette réglementation. La partie maîtrise des ressources, par exemple ressources en eau, biodiversité. Ce label a vocation à arriver tranquillement dans un calendrier décalé par rapport à la mise en place de la réglementation et à apporter une valeur ajoutée complémentaire qui permettra d'aller plus loin sans donner l'impression qu'on est dans une fuite en avant perpétuelle sur les normes. Et je crois que cette réglementation et le label
et le travail sur la qualité d'usage, dont là encore je voudrais dire que c'est un travail qui commence et qui sera concerté, sont de nature à favoriser l'acceptabilité. Favoriser l'acceptabilité, c'est aussi garantir une reprise durable de la construction, là où nous avons besoin. Je voudrais pointer 2 sujets qui sont encore devant nous et sur lesquels je pense que nous devons encore travailler. Le premier, et les travaux sont en cours, et sur ce sujet-là, comme sur les autres, nous aboutirons, c'est la REP. Bien sûr, c'est un sujet de préoccupation. Bien sûr, cette responsabilité élargie des producteurs est un sujet de plus qui arrive dans la discussion. Mais je crois que nous serons capables de finir les discussions, de trouver les points d'atterrissage qui permettent de mieux recycler les matériaux, qui permettent le réemploi et qui permettent là aussi de ne pas bouleverser des filières qui ont besoin de visibilité, de prévisibilité et d'un modèle économique qui fonctionne. Donc vous pouvez compter sur moi pour faire atterrir la fin de ces discussions. Et puis le deuxième, c'est un sujet qui nous est commun et sur lequel nous devons continuer à travailler, c'est l'attractivité de nos filières. L'attractivité, notre capacité à attirer, à embaucher, à garder les ressources humaines dont nous avons besoin pour faire face aux besoins du pays en matière de construction, de rénovation, de développement du bâtiment et à des besoins à la fois quantitatifs et qualitatifs. Alors, beaucoup d'initiatives ont été prises. Je pense aux 15 000 bâtisseurs de la FFB. Je pense à tout le travail qui est fait dans l'apprentissage et y compris dans la capacité à attirer des talents vers le secteur. Les tensions existent, elles sont réelles. Nous devons continuer à y travailler, continuer à faire la promotion de ces métiers. Et une journée comme celle-là, le travail que nous menons ensemble sur la décarbonation, c'est aussi une manière d'y arriver. C'est aussi une manière de déstigmatiser des métiers, de montrer toute la palette, de montrer toute l'importance, toute la variété des carrières et de l'activité qu'on y mène. Et puis, les jeunes générations, et elles ont bien raison, sont sensibles au sujet de décarbonation, au sujet de lutte contre le changement climatique. Et on peut aussi les attirer dans le domaine. Je voudrais finir sur l'innovation. Moi, je ne veux pas laisser dire que le secteur du bâtiment ne serait pas innovant, que le secteur du bâtiment ne produirait pas de gains de productivité, mais ce n'est pas ce qu'Alain Mogart a dit. Il a dit qu'il fallait qu'on continue à montrer et à porter l'innovation dans le secteur. Un rapport avait été rendu, commandé dans la période précédente et rendu, je pense au rapport de Robin Rivaton et d'Alain Michel, je ne suis pas trop sûre du prénom, Bernard Michel, merci Philippe. Ces travaux sont intéressants, je pense qu'il faut qu'on les reprenne et qu'on regarde comment est-ce qu'on peut mieux mettre en évidence l'innovation dans le secteur. L'innovation, elle est partout, elle est dans le numérique, elle est dans le BIM. L'innovation, elle est dans les nouvelles techniques de construction. L'innovation, elle est dans les nouveaux matériaux. De toute façon, la nouvelle réglementation pose le principe de cette innovation et la rend nécessaire. Cette innovation, elle doit être aussi un élément de souveraineté, d'attractivité, de capacité à retenir nos talents, nos entreprises innovantes. Elle existe, elle peut encore être développée. Probablement qu'il faut encore mieux la valoriser. Ça contribuera au changement d'image, au changement de regard sur le secteur, sur ces métiers, et ça contribuera à l'attractivité. Donc voilà, en conclusion, la transition écologique dans le bâtiment, c'est plus une question. Elle est déjà là, la transition écologique dans le bâtiment. Et heureusement, on en a besoin. Le bâtiment, c'est 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Évidemment que nous en avons besoin. Pas de raison de la subir. Ça n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une opportunité. Comme tous les changements, c'est difficile. Tous les débuts sont difficiles. Toutes les innovations sont difficiles. Et puis après, dans quelques années, tout le monde se retournera et on se dira quel chemin parcouru. Ces pionniers, ils avaient quand même du courage. Ils y sont allés. Ils ont grimpé la côte. Grimpons la côte ensemble. On va y arriver. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Voilà, cette journée s'achève. Un petit moment de musique, vous avez commencé à entendre quelques bribes, vous attend. Merci à tous d'être là, merci à tous, merci à tous nos intervenants, merci à Madame la Ministre, encore une fois. Et rendez-vous, surtout, notez dès aujourd'hui, 31 mars 2022. 31 mars 2022 et avant, 28 septembre à Nantes, 24 novembre à Lyon,
Et qu'est-ce que j'oublie? 31 mars 2022 et 15 novembre 2022 pour la prochaine édition lyonnaise également. Bonne soirée à tous. Merci.